Alors, Eddie Balancy, merci de répondre à nos questions. Alors, d'abord, expliquez-nous comment vous retrouvez dans cette affaire d'Akil Bissessar. Les avocats de ce dernier, et cela qui n'était pas en faveur d'Akil Bissessar. C'est à ce moment-là que, je suppose, a décidé de se tourner vers moi. Et les magistrats de nos tribunaux, ceux du Remand Court ou des cours de district, ne sont pas en train d'appliquer la loi correctement quand il s'agit des principes de bail, c'est-à-dire de liberté conditionnelle. Cela ne peut être dû qu'à deux raisons possibles. Soit que ce sont des magistrats plutôt ignorants, pas capables d'appliquer, ceux qui n'ont pas lu mon jugement qui a fait jurisprudence d'Ilchan suffisamment pour voir, par exemple, comment j'avais considéré l'approche de certains magistrats dans leurs rulings dans cette affaire, ou alors ce sont des magistrats qui, d'une certaine manière, sont en train de refuser d'appliquer la véritable loi. Et alors, la plupart de ces jugements que j'ai eu l'occasion de lire sur bail, que ce soit de la Remand Court ou des cours de district, ce sont des jugements stéréotypés. Ce sont des jugements qui ont été écrits sur computer, comme on dit, copy and paste. Dans tous ces jugements, comme l'expression anglaise décrit bien cela, they pay lip service only to the principles and the rationale of bail. Only lip service. En d'autres mots, ils récitent comme des perroquets les principes de bail qui ont été établis dans le cas de Dilchan, de Maloup aussi et de moi, et qui ont des affaires qui ont été, des jugements qui ont été approuvés par le conseil privé dans l'affaire Nam. Maloup, c'était un jugement de moi et de M. Matadine en l'an 2000, et Dilchan, c'était un jugement de moi, bien que c'était une cour de deux, parce que Mme Balgobine, l'autre juge, avait choisi de ne pas signifier clairement qu'elle épousait mon approche au droit de bail, parce que j'ai complètement revisité la loi de bail dans cette affaire. C'est un jugement de 55 pages, autant que je me souvienne. Et elle avait choisi simplement de dire qu'elle était d'accord avec ma décision finale concernant Dilchan. C'est tout, sans rien dire de plus. Avec comme conséquence que même le conseil privé a considéré que Dilchan is a judgment of Mr. Balancy. À chaque fois, il parle de Mr. Balancy seulement pour Dilchan. Donc, je disais, they pay lip service to Dilchan, to Nam. The principle established in them to Maloup. And then afterwards, après, qu'est-ce qu'ils font? Après, ils n'appliquent pas ces principes-là, ils n'appliquent pas ces principes-là au fait de l'affaire. Et sans expliquer comment ils appliquent, ils ne font que dire ils refusent le bail parce qu'ils ont fait l'exercice de balancing, sans jeu de mots, qui a été laid down dans Maloup et Dilchan.
Ils ont fait l'exercice de balancing et ils ont décidé que, comme si, que la personne ne devrait pas être relâchée. Voilà le genre de jugement stéréotypé qu'on est en train d'avoir de nos cours de district et du bail and remand court. Alors, c'est pourquoi, si un de ces jours, j'aurai peut-être l'occasion d'expliquer au grand public la rationale de la loi de bail, et le grand public comprendra alors pourquoi même les plus grands criminels devraient, enfin, les plus grands criminels, ceux qui s'avèrent plus tard être de grands criminels, lorsque leurs procès ont déjà entendu et qu'on est wise after the event, ils comprendront que ce n'est pas parce que quelqu'un est poursuivi d'assassinat, de murder, qu'il ne devrait pas être relâché sous caution. Parce que la présomption d'innocence, un droit constitutionnel sacré, doit peser lourd dans la balance. Voilà, je vous ai donné en un mot ce que c'est que la vraie loi de bail que les magistrats ne sont pas en train d'appliquer, quelque chose qui me rend vraiment triste. Alors, l'ancien chef juge que vous êtes est en train de délivrer un certificat, entre guillemets, d'incompétence à ces magistrats qui officient aujourd'hui. Comme je vous dis, ce n'est pas nécessairement de l'incompétence. Ce n'est pas nécessairement de l'incompétence. C'est peut-être délibéré. C'est peut-être dû à la peur de ne pas plaire au public, à la peur de ne pas plaire à certaines personnes. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça peut être dû à une certaine peur. Et les magistrats ont peur d'appliquer ma loupe. Mais je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est venu à mes oreilles qu'à l'époque où j'étais juge et que j'avais rendu le jugement dans ma loupe, que le chef juge d'alors, dont je ne citerai pas le nom, avait des instructions aux magistrats de ne pas appliquer ma loupe. Aujourd'hui, c'est sans peur que je le dis. Je crois que cette peur qu'ils soient blâmés pour n'avoir pas été des establishment magistrates, c'est peut-être ça. Peut-être qu'ils savent l'appliquer, peut-être qu'ils sont compétents, mais ils ne sont pas en train de démontrer cette compétence. Pourquoi? Parce qu'ils veulent play on the safe side. Ils veulent pas, justement, ils veulent pas que des gens dehors, que les mêmes se disent « Ah, mais regardez-moi ça, quelqu'un est accusé de trafic de drogue et on est en train de le libérer. » Il n'y a rien de mal à libérer quelqu'un qui est accusé de trafic de drogue, parce que son droit constitutionnel, son droit à la liberté doit primer. Et quand je parle du droit constitutionnel, je parle surtout du droit à la présomption d'innocence. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas relâché quelqu'un sous caution? Il est resté, même quand il vissait ça, ne serait-ce que 2 ou 3 semaines en cachot, et qu'après, la personne est acquittée éventuellement. Est-ce que ce ne serait pas terrible d'avoir privé quelqu'un dont la culpabilité n'a pas été établie de sa liberté, ce droit sacré sur la Constitution? Alors, vous parliez de la présomption d'innocence. Il y a eu quand même beaucoup de déclarations publiques par rapport à cette affaire sur les plateformes politiques également. Donc, est-ce que vous pensez que M. Akil Bissessa pourrait bénéficier d'un fair trial? Ben, my short answer, c'est possiblement non. Vous voyez que mes mots sont bien pesés. Je dis possiblement non, parce que cela peut dépendre de certains facteurs qui, à ce stade, ne peuvent pas être évalués. Mais il se peut que cela devienne difficile pour lui d'avoir un fair trial, alors qu'il a été already tried in the eyes of the public. Dans cette affaire-là, il y a eu
l'inculpation en tant que trafiquant. Et il y a eu quand même cette déclaration du DPP qui a demandé à la police de revoir en quelque sorte son dossier. Donc, ce n'est pas habituel dans ce genre de situation parce que le DPP a fait comprendre qu'avec 52 grammes, on ne peut pas accuser quelqu'un d'être un trafiquant. En tant que consultant, quelle est votre analyse de cette situation? Écoutez, j'ai beaucoup de respect pour M. Satyajit Boulel, le président du DPP. Sans me vanter, voilà un autre, entre guillemets, élève à moi. En ce sens que lorsque j'étais au parquet, en tant que senior Crown Counsel, je crois, Ajit Boulel est entré au parquet et il a été placé sous mes ailes. Donc, il a fait ses premiers pas dans le domaine criminel sous ma tutelle. Et aujourd'hui, je suis fier de celui que j'ai guidé et je suis fier de voir qu'il est en train de faire un très bon travail. Je crois qu'on devrait lui faire, la population doit lui faire confiance, il mérite la confiance de la population et du reste de la profession. Ce que je ne parviens pas à comprendre, par contre, c'est comment se fait-il que des officiers ne consultent pas le directeur des poursuites publiques concernant des questions très importantes dans des affaires, surtout ce qu'on appellerait des high-profile cases. Le DPP ne devrait pas avoir à faire venir le dossier. Que ce soit la police qui soit en train de s'occuper de l'affaire, ou que ce soit un State Counsel qui est en train de le faire, quelqu'un dans le DPP's Office, je crois que dans ce genre de situation, ils devraient, eux, faire le pas vers le directeur des poursuites publiques pour obtenir son avis. Une des choses que j'ai dit à M. Valaiden et Tilok Dari, lorsque je suis entré dans l'affaire, suivant le refus de bail par le Bail and Remand Court, le magistrat de cette cour, de ce tribunal, c'est vous devriez, d'après moi, entrer en contact avec le DPP. Parce que c'est un homme sage et je ne crois pas que comme si qu'il a été vraiment consulté en cette matière, parce que s'il avait vraiment été consulté, d'après moi, dès le début, devant le Bail and Remand Court, il aurait conseillé à la police de ne pas objecter à la liberté conditionnelle. Et une chose, je voudrais bien faire ressortir, il y a a great misunderstanding about this. Un grand malentendu. Beaucoup de personnes pensent que la remise en liberté sous caution dépend du stade of the inquiry. Que comme si lorsque la police n'a pas terminé l'enquête, il ne peut pas être relâché. Connerie. C'est vraiment une aberration. Le droit à la liberté conditionnelle, c'est un droit qui existe du moment même que quelqu'un est arrêté. Et c'est là, lorsqu'il vient devant le magistrat ne peut pas se cacher derrière la question que la police n'a pas terminé son enquête, alors donc je ne vais pas relâcher pour le moment. Aujourd'hui, la police se cache derrière cela. Là, les magistrats se cachent derrière cela. Et tout le monde n'est que trop content d'appliquer de faux principes. Le DPP va sûrement me voir et
je ne suis pas sur le web ou alors à m'entendre à la radio. Et je suis sûr qu'il sera tout à fait d'accord avec moi dans tout ce que je suis en train de dire concernant la loi de Bail. Laissez-moi vous dire quelle est une autre aberration encore. Justement, c'est cette idée que la charge provisoire n'a pas sa raison d'être. Mais c'est absolument faux. Je sais que j'exprime ici un point de vue qui va à l'encontre de celui de beaucoup de personnes, y compris de membres de la profession, et pas des moindres. Mais je persiste ici en disant que la charge provisoire a sa raison d'être et ne doit pas être abolie. Là où le bas blesse, ce n'est pas avec la charge provisoire, c'est avec l'utilisation qui en est faite, la mauvaise utilisation qui en est faite de cette charge provisoire. On se servant de la charge provisoire comme un prétexte pour détenir les gens. J'aurai peut-être l'occasion, éventuellement, de faire un petit coup de droit pour les profanes à la radio ou la télévision. Mais je peux vous dire que la charge provisoire est nécessaire parce que c'est la base sur laquelle quelqu'un qui a été arrêté par la police sera relâché sous caution ou sera détenu. Il faut qu'il y ait un repère. Sans la charge provisoire, on n'aura pas de repère. Donc, c'est une connerie, et je m'excuse envers ceux qui ont exprimé un point de vue contraire. Je m'excuse, j'ai parfois peut-être la fâcheuse habitude de parler avec trop de conviction et en conséquence d'utiliser des mots forts. Mais ces mots forts, croyez-moi, sont utilisés, bien malgré moi peut-être, sont utilisés comme si, pour que je parle avec une certaine convincing tone. Oui, donc je disais, d'après moi, la charge provisoire ne doit pas être abolie, mais peut-être on devrait avoir des cours organisés pour des policiers, des cours organisés au niveau du bureau du directeur des poursuites publiques pour expliquer le pourquoi de la charge provisoire et expliquer comment ne pas mal utiliser la charge provisoire. Il y a eu tout un débat ces dernières heures par rapport à la question de la protection et le droit à la vie privée. Il y a des vidéos intimes qui ont fuité sur le net. Alors, vous, en tant qu'ancien chef-juge et aussi consultant dans cette affaire, comment vous voyez ce qui s'est passé? Ben, je ne sais pas, je n'ai pas été au pays ces derniers jours. Je suis présentement en France où je suis en train d'aider mon fils à s'installer pour sa dernière année de master's en architecture. C'est à Nantes précisément. Donc, je n'ai pas tout à fait pu suivre ce qui s'est déroulé, qu'est-ce qui a été dit. Mais laissez-moi peut-être dire ce qui suit, qui va peut-être vous éclairer. Commençons par l'article 1384. L'article 1384 du Code civil déclare qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses qu'on a sous sa garde. Du moment qu'il est établi devant un tribunal, premièrement, que les vidéos se trouvaient uniquement sur le portable de mademoiselle Moipet, qu'ils aient été deleted and retrieved ou not deleted. Deuxièmement, que le portable de mademoiselle Moipet a été at all material times sous la garde de la police.
Et troisièmement, que ces vidéos ont été fuitées et ont été vues, visionnées par de nombreuses personnes. La faute du commissaire de police et de l'État, sous l'article 1384 du Code civil, sera clairement établie. J'irai même plus loin en disant que c'est une instance de ce que la loi appelle, par un dicton latin, res ipsa loquitur, une expression en latin qui signifie en français les choses parlent d'elles-mêmes. Ce principe de la loi des preuves fut pour la première fois invoqué en cours environ 60 ans avant Jésus-Christ par le célèbre avocat romain Cicéron, aussi connu comme un grand écrivain sur les choses légales. Et le principe a été adopté dans tous les pays dont les lois s'inspirent de la loi romaine, et cela inclut les pays européens et ceux de la common law, c'est-à-dire du système britannique et du système américain. À mon avis, une invocation judicieuse de ce principe de notre law of evidence établirait un irrefutable case au civil contre le CP et l'État. Il ne faut pas par ailleurs oublier le côté criminel de ces fuites alléguées. Il y a de sévères sanctions prévues par la loi, en particulier le Cybercrime Act, pour différentes offenses, crimes et délits, qui pourraient avoir été commis par des officiers de police et possiblement d'autres personnes aussi, au cas où les faits éventuellement établis prouveraient qu'il y a eu an offense of conspiracy. Pour vous, de ce qu'on voit aujourd'hui, de ces vidéos qui ont été fuitées, donc a priori, il n'y a aucun lien direct entre l'affaire et ces vidéos. Donc, comment expliquer que ces vidéos qui étaient en possession de la police se retrouvent sur la place publique? Ben, la version de Akil Bissessar est que les vidéos étaient en possession de la police. Et forcément, encore une fois, la notion de res ipsa loquitur, les choses parlent d'elles-mêmes, s'applique. Et une présomption réfrageable peut-être par la police est applicable. Et on doit présumer que c'est un officier de police, un ou plusieurs officiers, ou plus d'un officier de police qui ont fauté en allant à l'encontre du droit à la vie privée, en allant à l'encontre du droit constitutionnel de Mme Moïpet et de Akil Bissessar. Et dans les circonstances, je crois que le commissaire de police est tenu à venir s'expliquer devant la population avant éventuellement d'avoir à s'expliquer devant une cour de justice.